Mesdames, Messieurs, bonsoir. La communauté de développement de l'Afrique australe a 40 ans. Les pays membres s'apprêtent à lancer dès ce mercredi les activités liées à cette commémoration. Comment s'y faire lorsque le monde entier fait face à la pandémie du coronavirus, une maladie qui ne laissera aucun pays indemne après son passage? Comment la République démocratique du Congo doit-elle s'y prendre dans le domaine de l'intégration régionale? La coopération internationale doit-elle être revue ou carrément sa politique? Des questions que tentera de répondre Monsieur le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, notre invité de ce soir, Maître Pépin Guillaume Manjolo. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Le corona est-il réellement en RDC? Oui, tout à fait, il est en RDC, comme dans la plupart des pays. Il est en RDC, mais en même temps, en venant ici, chez vous ici, j'ai vu qu'une certaine inconscience de certaines populations qui n'ont pas compris, qui ne croient pas, on dirait, qui sont en train d'évacuer à leurs activités habituelles. C'est juste impensable. Aucun homme n'est suffisamment cuirassé pour affronter cette pandémie en agissant de la sorte. Et c'était un vrai souci. Le coronavirus est là, il a commencé déjà à frapper, on a quelques morts déjà, on a plus ou moins 65 cas positifs, en tout cas connus par l'INRB, et je suppose qu'il doit y en avoir d'autres qui ne sont pas encore connus par l'INRB, puisque bon... Et surtout que la période d'incubation, c'est 14 semaines. C'est 14 jours. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est ça aussi la grande difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui étaient à l'étranger, qui sont rentrées, et qui jusque-là sont encore dans cette période d'évaluation, de quarantaine, pour voir si effectivement il y aura des symptômes qui vont apparaître du jour au lendemain ou pas. Et tout ça, on n'a aucune garantie. On a une garantie. Je pense que ma préoccupation maintenant, lorsque j'ai vu ça, c'est juste de dire l'inconscience particulière que certaines personnes ont. Il y a encore quelques débits de boissons qui sont ouverts ici et là, les commerces avec les gens qui sont collés les uns aux autres, sans la moindre protection. C'est juste impensable dans les contextes actuels. Je veux dire qu'on n'ait pas des respects pour les lois, c'est une chose, mais qu'on n'ait pas des respects pour sa propre vie et la vie des autres, mais c'est gravissime, c'est juste insupportable. La RDC est membre de la SADC et dernièrement, entre le 16 et le 18 mars, il y a eu une réunion, un conseil des ministres des pays membres de la SADC qui s'est fait par vidéoconférence. C'était également pour prendre des précautions face au coronavirus. Est-ce que le coronavirus était à l'ordre du jour de cette réunion? Mais tout à fait, puisqu'il y a eu une réunion qui a précédé celle du conseil ministériel. Le comité des ministres de la Santé s'est réuni le 9 mars à Dar es Salaam. Et au terme de la réunion, ils ont évalué qu'effectivement, il y avait un souci majeur. On ne pouvait pas tenir la réunion du conseil des ministres à Dar es Salaam entre le 17 et le 18 comme prévu. Dans la mesure où Dar es Salaam se trouve quand même sur l'océan Indien, avec la porte sur la Chine. On ne parlait pas encore à l'époque de toute la puissance de ces virus au niveau européen et tout ce qui venait de l'Europe. On était focalisé sur la Chine. Ce qui fait que, très légitimement, les ministres des Affaires étrangères, président du Conseil, a estimé qu'ensemble avec les secrétaires exécutifs, qu'il était nécessaire qu'on puisse tenir cette réunion à distance. Et comme déjà le secrétariat aussi avait pris les dispositions, donc avait prévu qu'il fallait effectivement, au regard de la situation, il fallait mettre en place des mécanismes, il avait déjà préparé cette conférence à distance. Bon, tous les pays, la RDC, c'est vrai qu'on a un peu peiné au départ pour pouvoir réunir tous les moyens nécessaires, avoir un centre, puisqu'on n'a pas un centre officiel, il fallait solliciter les privés pour mettre à notre disposition une structure de sorte à pouvoir tenir cette réunion. C'est ce qui s'est fait. Donc, c'est-à-dire que, à la fois, les comités ministériels réunis de la santé, réunis le 9 mars, a constaté, a convenu, avec l'aide des experts, qu'il était urgent de prendre des mesures de sorte à ce qu'on puisse commencer déjà à endiguer au niveau de l'Afrique australe. Et a conseillé les présidents du Conseil pour que la réunion du Conseil ne se tienne pas en vis-à-vis, mais plutôt à distance. Donc c'est ce qu'on a opéré. Et dans la réunion, est-ce qu'il y a eu des résolutions qui ont tourné autour du Covid-19? Tout à fait, le Covid-19, quelles sont les mesures assez urgentes à prendre par rapport à la circulation, la libre circulation au niveau de la région?
Donc, on est parti sur le principe qu'il fallait absolument qu'à chaque point de départ, chaque aéroport, qu'il y ait un premier contrôle local et suivi d'un deuxième contrôle à l'arrivée, sans exclusive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des VIP, il n'y a pas toutes ces choses-là et tout ça, il n'y a pas d'immunité quelconque par rapport au Covid-19. Toute personne était obligée d'abord de pouvoir... Enfin, les gens qui avaient encore... Puisque quand on a pris cette décision, l'exactitude de l'ampleur, ce qui fait qu'on était limité à pouvoir prendre les précautions, des contrôles, les mesures de contrôle à toutes les frontières. À toutes les frontières. Mais avec la perspective de stopper toute la circulation aérienne et se limiter simplement au niveau des cargos, y compris au niveau des trucks, c'est-à-dire au niveau des gros véhicules qui circulent à travers la région avec des marchandises. Donc autoriser seulement ces véhicules-là avec un personnel restreint, de sorte à ce qu'on ne puisse pas embarquer des gens qui traînent ici ou là avec la maladie pour ne pas la diffuser assez rapidement. Donc ce sont les mesures qui ont été prises et qui ont été corroborées par tous les pays membres, dont la RDC, et en partant du principe que toutes les cités, toutes les villes qui avaient été déjà touchées, il fallait que ces villes soient en quarantaine. Donc ce que la RDC a suivi assez rapidement pour mettre Kinshasa en quarantaine dans les jours qui ont suivi. Et à part des résolutions autour du coronavirus, de quoi était-il question? En fait, les conseils a pour mécanisme de fonctionnement par rapport à l'ordre du jour habituellement portent sur l'actualité, sur les aspects sécuritaires, sur les finances, sur les programmes qu'il faut mettre en œuvre, où ce qu'on en est exactement, l'évaluation des programmes. C'est ça les conseils. Alors, sur les aspects sanitaires, c'est ce qu'il vient de dire ici, exact. Les mesures ont été prises dans ce sens-là, et avec la perspective de tenir une réunion au mois de juin pour le comité ministériel de la santé, pour nous dire effectivement s'il y aura à ce moment-là une évolution, et si entre-temps aussi il y a une évolution néfaste, comme c'est le cas dans certains pays, et quelles sont les mesures à pouvoir prendre. Alors il appartiendra à ce comité-là, ensemble avec des experts, de pouvoir nous dire effectivement quelles sont les mesures qu'il faudra prendre en l'espèce. Alors, au terme de ce point à l'ordre du jour, qui a pris plus ou moins 2 heures du temps, puisque c'est quand même un point capital, nous sommes passés au point sur la situation du RETOSA. C'est l'organisation, en fait, du tourisme dans la zone australe. On avait créé cette structure il y a plus ou moins, c'était en 2009-2010, pour pouvoir réguler et permettre à ce que les tourismes soient aussi un axe assez important de l'économie de l'Afrique australe. Mais malheureusement, cette structure a fait faillite parce que ça n'a pas bien fonctionné. Alors, il fallait la dissoudre. On est en train de pouvoir faire la dissolution de cette structure et prendre des décisions, comment est-ce qu'on va gérer ce qu'il y a comme passif et actif qui reste et tout ça, comment est-ce qu'on va gérer ça. Donc là-dessus, c'était aussi un point à l'ordre du jour sur lequel on attend encore le dernier rapport pour voir effectivement ce qui contient les passifs, ce qui contient l'actif, de sorte à pouvoir tirer les conclusions quand le Conseil se réunira prochainement. Et il y a tous les programmes, il y a une vingtaine de programmes qui avaient été décidés et avec les partenariats notamment de la Chine, au cadre de la TICAD, avec l'Union européenne, dans le cadre de FED 10 et 11, voir un peu dans quelle mesure ces programmes sont mis en œuvre. Mais maintenant, il faut dire aussi qu'avec cette propension de la maladie, il est impossible sur le terrain, parce que ce sont les programmes qui sont évalués sur le terrain. Au-delà du décaissement de l'argent et des études qui ont été faites déjà et qu'il faut mettre en œuvre, notamment dans le corridor de développement, donc il y a un souci, parce qu'on ne sait pas, on n'est plus dans une période où on peut évaluer les choses sur le terrain. Donc c'est la difficulté à laquelle on va faire face, mais on verra d'ici, si jamais les mesures prises pour pouvoir endiguer cette maladie nous permettent, ne fût-ce que de sortir un pied dehors de cette situation, ben, on aspire en ce moment-là. Il y a une sorte en fait, d'état d'urgence qui est mis en place, qui empêche que ce type de programme soit pleinement appliqué, ou qu'on puisse les évaluer aussi utilement. Et puis derrière ça, il y a la situation financière, qui est celle de savoir où est-ce qu'on en est exactement en ce qui concerne les protocoles sur la finance et l'investissement. La plupart des pays, leur cadre macroéconomique, les niveaux de dette intérieure, les déficits, est-ce qu'on a respecté ou on n'a pas respecté? À la dernière évaluation, la RDC était en règle, il y avait quelques correctifs à pouvoir apporter. Bon, maintenant, avec ce qui se passe, donc ça là aussi, c'est un souci qui permettra à ce qu'on puisse évaluer. Et puis il faut dire aussi que la RDC, le fait qu'on soit en programme avec les fonds monétaires, donc c'est-à-dire qu'on était aligné dans une dynamique un peu différente et tout ça, mais quoique nous sommes restés pendant un certain temps, y compris là, il n'y a pas longtemps, avec une croissance autour des 4. Bon, maintenant, avec ça, on va chuter largement. Comme nous sommes liés à ce que j'appelle les trocs, c'est-à-dire qu'on sont en matière première,
c'est cette base-là que nous fonctionnons. Donc, cette pandémie va nous permettre aussi de pouvoir passer d'un monde à l'autre, de trouver des solutions pour une sorte d'autonomie des productions, des transformations chez nous. Et on doit absolument tenter au niveau du gouvernement, au niveau des deux chambres, penser aux mécanismes des financements les plus rapidement possible de nos structures universitaires, notamment dans le secteur de la recherche appliquée et fondamentale, comment faire en sorte qu'on puisse absolument aller rapidement. Voyez-vous, donc, nous pouvons dire que cette pandémie a apporté un sacré coup aux pays africains. Ben, pas aux pays africains seulement, dans le monde entier. Quand vous regardez la situation de la France qui avait privatisé largement les hôpitaux, aujourd'hui il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir affronter la situation. C'est la même situation au niveau de l'Italie. C'est-à-dire que l'investissement dans la recherche a baissé énormément dans la plupart des pays, sauf les pays qui ont conscience qu'effectivement, dans ce domaine-là, il faut absolument être toujours au-dessus. C'est le cas de la Corée du Sud qui fait des merveilles pour l'instant, en termes des ripostes, parce qu'ils sont très outillés dans les nouvelles technologies, dans les suivis et dans les nombres de brevets. C'est un des pays qui sort le maximum de brevets actuellement, c'est la Corée du Sud. Alors on voit tout de suite la réaction qui est la leur. Elle est, je ne dirais pas parfaite, elle est au-dessus de beaucoup de pays. Mais tous ces pays qui ont pris un peu la distance avec l'investissement dans la recherche scientifique, dans la recherche appliquée fondamentale, on voit comment est-ce qu'ils sont à la traîne. Donc moi j'ai toujours, vous savez, sur ce plateau, je suis passé plusieurs fois avant que je sois ministre, je n'ai cessé, on peut revoir ça en boucle, je n'ai cessé de répéter que tant qu'on n'a pas des mécanismes réels de financement de la recherche appliquée fondamentale, on sera soumis à l'autorité étrangère qui nous donnera ce qu'elle aura à nous donner en fonction de leurs moyens et puis nos attentes ne seront jamais rencontrées. Alors, on ne peut pas continuer à pouvoir faire du troc. 60 ans après l'indépendance, on continue à faire du troc. C'est-à-dire, tous nos économistes sont barricadés pour nous expliquer que notre économie est extravertie et que par conséquent, les pas de porte, ceci, les taxes, c'est là et tout ça. Oui, très bien. Mais jusqu'à quand? Et puis il y a aussi autre chose, c'est cette histoire du mariage monogamique avec la douane. Donc un pays qui s'est marié avec une femme qui s'appelle la douane. C'est-à-dire sans la douane, on n'existait pas. Alors, jusqu'à quand on va continuer? Et cette douane, elle rentre combien? Plus ou moins 2 à 3 milliards de dollars par an. Et même si on endiguait totalement la corruption sur la chaîne qui mène vers les caisses de la douane, peut-être qu'on pourrait atteindre les doubles. Mais ça permet de faire quoi? Les universités ou les centres de recherche appliquée fondamentale ont besoin, chaque année, entre 2 et 3 milliards de dollars. Mais ce n'est pas la douane qui va faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne doit pas mettre les paquets sur la TVA? Nous allons y revenir, mais quand vous parlez de la TVA, on a supprimé la TVA. Non. Le gouvernement, dont vous faites partie. Non, on n'a pas supprimé la TVA. Il y a des mesures qui ont été prises pour l'instant pour permettre à ce que l'économie continue à fonctionner, qu'on ne puisse pas peser sur les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui sont en train de pouvoir tenir un peu la situation économique. C'est capital, donc on peut pas, on doit alléger toutes les taxes de sorte à ce que les gens puissent être en mesure de travailler sans pourtant sentir le poids des taxes. Il ne s'agit pas de pouvoir endiguer la TVA, ça n'a rien à voir. Non, il faut relativiser. Donc, vous venez de le dire. Aujourd'hui, est-ce que sur le plan de l'intégration régionale, est-ce que nous serons aussi touchés? Oui, totalement, puisque, vous savez, chaque fois, j'entends ici et là les gens dire « Oui, cette intégration, ça nous sert à quoi ?» et tout ça. Ben, voyez-vous, si on fédère nos forces, si on avait déjà depuis très longtemps fédéré nos forces notamment dans le domaine de la santé, on aurait résolu peut-être un peu mieux ces problèmes. C'est la même situation qui se passe en Europe aujourd'hui, qui a fédéré ses forces sur l'économie, ça se passe relativement bien, sur la monnaie, mais qui n'a pas fédéré ses forces sur la santé. Voyez-vous, ce qui fait que l'Italie a des problèmes, mais personne ne peut l'aider. Parce que chacun a l'autonomie sur sa propre santé. De sorte que quand les Français se mettent à libéraliser les hôpitaux, à fermer les hôpitaux publics et tout ça, il y a un souci. Alors, parce qu'il n'y a pas une mesure européenne, une directive précise qui gère le secteur de la santé. Donc c'est chacun pour soi par rapport à ça. Donc cette expérience qui vient de se passer, puisque c'est une des expériences, il y en a peut-être d'autres encore beaucoup plus graves. Donc il est temps que l'on prenne conscience sur cette base-là, dire l'intégration c'est une des solutions à nos problèmes. Parce que la taille de la RDC qui est très importante, mais n'est pas suffisante pour pouvoir affronter les mastodontes qui sont les États-Unis, qui sont l'Europe dans sa globalité, qui sont la Chine, l'Inde. Donc nous avons l'obligation de pouvoir fédérer nos forces dans plusieurs domaines, et on a l'avantage par exemple d'avoir fait ça dans le domaine militaire,
au niveau de la SADC, ce qui fait que grâce à ça, la RDC n'a pas été démantelée. Ouais, quand vous voyez que le président Tshisekedi, ce qu'il a fait comme travail jusqu'à aujourd'hui, c'est de pouvoir consolider la position de nos forces de sécurité et l'armée. Mais en même temps, c'est que Laurent Désiré Kabila avait fait en adhérant à la SADC nous a permis, heureusement, de sauver la RDC, sinon on aurait été démantelé. C'est dans cette ligne-là que le président Kabila a suivi jusqu'au bout, de sorte que toutes les velléités dans la partie Est, tout ce qui a été monté ici ou là pour faire en sorte qu'on puisse découper la RDC n'a pas pu fonctionner parce qu'il y avait cette histoire avec la SADC. L'intégration sur le plan sécuritaire. L'intégration sécuritaire. Bon, là, je suis un peu plus aise parce que qu'on avait une petite difficulté de lecture de nos attributions et que maintenant que c'est réglé avec la sortie de l'ordonnance sur les attributions et que maintenant c'est fixé que la coopération a en charge la gestion des conflits. Donc ça revient dans l'état naturel, ce qui fait que je serai en relation permanente avec les mécanismes de suivi. De l'accord cadre d'Addis Abeba. Tout à fait, parce que ça c'est vraiment la coopération, c'est l'intégration sur le plan sécuritaire. Et j'essaierai, même si la structure est pilotée par les chefs de l'État, c'est-à-dire que c'est lié à la présidence de la République, mais au niveau gouvernemental, c'est l'intégration régionale, parce que c'est la gestion de conflits, c'est clair et net sur cette ordonnance. De la même façon que bon, j'ai aussi au sein de mon administration la CIRGL, la coordination de la CIRGL, qui fait quasiment la même chose que les mécanismes. Alors, ça sert un peu plus pratique, plus fonctionnel, de sorte à ce que tout le monde puisse avoir conscience qu'effectivement, c'est dans ces ministères-là que tout se gère, parce qu'il s'agit de la coopération. La coopération ne peut se faire utilement au niveau régional que lorsque les aspects de paix et sécurité sont réglés. Alors, tant que ce n'est pas réglé, on ne peut pas faire la coopération. Donc, c'est un principe clé de la coopération. On peut pas. C'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui ont pensé à mettre en place cette ordonnance et la répartition des matières part du principe que celui qui fait la coopération doit s'assurer qu'effectivement la paix et la sécurité ont été réglées. Donc, il lui appartient à lui de pouvoir penser ça. Il ne lui appartient pas de recevoir des informations par un autre département, mais c'est au départ de son département. Donc ici, c'est réglé. Ça me rassure énormément. La Commission économique pour l'Afrique, CA, a exhorté les pays africains à accélérer le processus d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine d'ici le mois de juillet prochain. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut aussi aider pour lutter contre les effets pervers du coronavirus? Bon, ce n'est pas la fonction de la zone de libre-échange. Ce n'est pas cette fonction-là. La zone de libre-échange a pour vocation notamment la libre circulation des biens des personnes, les commerces libres et les passages d'un pays vers l'autre, avoir les listes des produits qui ne sont pas taxés ou qui arrivent à taxe zéro dans les pays. C'est-à-dire qu'un producteur congolais se sent à l'aise de vendre ses produits au niveau d'un autre pays de la région sans pourtant qu'il soit taxé, ou qu'il soit taxé au même niveau que l'autochtone. C'est ça le principe. Donc, et puis que les gens puissent circuler librement sur toutes les zones d'affaires. C'est ça le principe. Bon, maintenant, ça c'est juste un paramètre. Aujourd'hui en Europe, on a dépassé ces stades-là de la zone de libre-échange, on est dans l'union douanière, mais il y a un problème sur la santé, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Autant on peut avoir cette solution-là qui est une solution très importante pour l'économie continentale, mais en même temps il reste des paramètres sur lesquels il faut travailler, notamment ces secteurs de la santé, ces secteurs de la recherche fondamentale et appliquée, ces secteurs des nouvelles technologies, qui font partie aussi de la recherche entre parenthèses. Donc tous ces secteurs clés sont à mettre en perspective de sorte à ce que les départements concernés au niveau des pays puissent prendre en charge. Et donc, c'est que ça passe par la coopération en ce qui nous concerne, parce que aussi bien à partir de l'Union africaine, parce que CA c'est l'Union africaine, jusque dans toutes les CER, nous on fait partie des 3 CER qui sont la CEAC, le COMESA et la SADC, que tous ces programmes soient suffisamment pris en charge de sorte à ce que ça produise les effets. Mais maintenant, par rapport à cette maladie, on doit surseoir tout ça, si je comprends bien. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, puisque, bon, à part faire des réunions à distance et prendre des décisions à distance, mais ce sont des décisions qui doivent tenir compte que la plupart des pays sont en confinement aujourd'hui. C'est-à-dire que la fonctionnalité de toutes les administrations pose problème. Nous sommes en confinement. Nous allons travailler sur un strict minimum.
J'ai encore suivi ce matin quelques experts scientifiques qui nous disaient que la solution à ces problèmes, c'est les plus grands confinements. Si nous nous autorisons sur toute la planète un confinement de 40 jours, par exemple, 40 jours, full, que personne ne soit dans la rue pendant 40 jours, nous pouvons endiguer cette maladie. Bon, mais ce sera difficile oui, avec la situation actuelle de la RDC. Vous savez, c'est ça les soucis. C'est-à-dire que il est très aise aux gens qui hier pleuraient que bon, parce qu'il y avait ceci, il y avait celle-là, ils ne pouvaient pas aller au magasin. Et aujourd'hui, on les trouve dans les rues, assis, côte à côte et tout ça, en train de s'embrasser et de boire des bières et tout. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, ce qu'on a voulu comme liberté, c'était celle-là. On part du principe qu'il faut donner un souffle et des vies aux gens pour qu'ils puissent, ne fût-ce qu'à magasiner certaines choses, stocker, mais ils s'autorisent maintenant toutes les facilités qui sont là pour propager la maladie. Ça pose un problème. Je pense qu'il y a des mesures à prendre. Nous courons vers un risque beaucoup plus grand. Vous savez, il y a des raisons majeures et des raisons mineures. Il y a à faire le poids entre les choses. Entre le fait de Kinshasa, qui a aujourd'hui plus ou moins 15 millions d'habitants, si la maladie s'emballe de la façon la plus libre possible, avec cette indiscipline qui nous est propre, et qu'on se trouve à perdre 5 millions d'habitants, on fait comment? Alors, on préfère ne pas souffrir pendant 40 jours et encaisser le fait qu'on va perdre 5 à 10 millions d'habitants. C'est ça la question qu'il faut se poser. Là, il faut travailler au marteau, comme dit Nietzsche. Il faut travailler au marteau. La question se pose. Faut-il faire les choix qui est peut-être un choix qui peut être valable à un certain moment, mais en cas actuel, en période actuelle, qu'on donne le souffle aux gens. Je peux comprendre qu'effectivement la mesure qui a été prise, c'était permettre aux gens de comprendre, de commencer à faire le stock par étapes. Très bien, parce que les gens, de toute façon, ne sont pas dotés de beaucoup de moyens. C'est que je peux comprendre aussi. Mais en même temps, au-delà de vous laisser faire des stocks, ce qui est bien, est-ce que ça vous autorise à pouvoir vous accorder autant de liberté dans la rue, de vous embrasser, de vous toucher, de monter sur 3-4 personnes sur la moto? Je viens de voir ça, montant à votre studio, au départ déjà ici à Delvaux. C'est la folie. Nous sommes en période normale. Vous imaginez ça, représente? On va dire oui, mais d'accord, quel est le rapport entre ces comportements-là et ne pas avoir les stocks? Il n'y a aucun rapport. Quel est le rapport entre ces comportements-là par rapport aux mesures d'urgence? Il n'y a aucun rapport. C'est juste de l'indiscipline et l'inconscience. Vous savez, j'ai écrit ça dans L'homme et la structure de ma nation. Nous avons besoin d'avoir un service militaire obligatoire qui ramène la discipline dans ce pays. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de l'État. Il ne s'agit pas d'une mesure qui vous contraint à payer ceci ou cela. Il s'agit d'une mesure qui vous permet de rester en vie. Vous imaginez? Et de ne pas mettre les autres en danger. Or, les gens sont dans une insouciance particulière. Il y a aussi autre chose. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas très fanatique que tout passe par la danse. C'est-à-dire que coronavirus, on danse avec. Je ne vois pas les rapports. Parce qu'on ne peut pas avoir des choses un peu plus sérieuses. Est-ce que tout doit être folklorique absolument? On parle de quelque chose qui tue, qui arrive avec un visage le plus diabolique possible, qui tue, et vous incorporez ça musicalement et vous dansez. Est-ce normal tout ça? Et ça passe tout naturellement. Donc, j'ai vraiment des soucis, j'ai des préoccupations personnelles par rapport à notre société. Je pense qu'il y a une sorte de dérive autorisée comme ça dans nos comportements qui n'est pas acceptable. Monsieur le ministre, que peuvent être les conséquences économiques de cette maladie en République démocratique du Congo? Je pense qu'on se focalise trop sur les conséquences économiques, un peu moins sur les conséquences sanitaires qui sont prioritaires. Il est vrai que, globalement, l'économie RDC, c'est une économie, pour la majorité de la population, qui est informelle. D'accord? Si on parle de cette base-là, on peut se comprendre. Parce que je vois une focalisation à dire, oui, mais si on fait ceci, il n'y aura pas ça. Il y a des besoins très importants, comme l'eau, l'électricité, qui doivent être soutenus par l'État, et dans certains produits clés, certaines denrées de première nécessité, dans les cités urbaines, et notamment Kinshasa, qui aujourd'hui est le foyer le plus important du coronavirus. Mais les restes de la population congolaise qui vit dans l'informel a des mécanismes pour pouvoir, ne fût-ce que respirer. Je ne dis pas mieux vivre, mais respirer. Mais simplement, si on se focalise sur ça, les conséquences économiques directes,
au sens large, au sens d'avoir à manger, à boire, et matin, midi, soir pour chacun d'entre nous, on obstrue un peu la réalité sur la pandémie. Et on va vers la perte d'une bonne partie de notre population, notamment la quinoise, qui est, comme vous savez, qui est difficile avec les règles. Donc ça pose un problème de pouvoir se focaliser là-dessus. Et comment lier les deux? Non, je pense qu'il faut prioriser. Dans la vie, il faut prendre des Vous confinez une population pendant qu'ils n'ont rien à manger, qu'ils mangent, qu'ils vivent du jour au lendemain. Monsieur Mboma, je pars du principe que si chacun a la conscience de la situation, on a ouvert les portes. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'anarchie totale par rapport aux mesures qui ont été communiquées. C'est l'anarchie. On ne respecte pas les mesures. On a donné à manger, mais les mesures ne sont pas... Enfin, on a donné à manger, on a offert la possibilité pour les uns et les autres d'accéder aux possibilités de manger et boire. Mais on voit très bien que, sur le plan sanitaire, c'est l'anarchie totale. On fait ce qu'on veut. Mais il y a des morts. C'est-à-dire que la danse de la mort est en train de planer sur Kinshasa. Nous avons un système, un réseau sanitaire qui est précaire et très fragile. Vous savez, j'en parle avec quasiment les larmes aux yeux parce que je viens de perdre un ami là, un frère, Jacques Ilunga, vient de partir. En paix à son âme. C'est une souffrance particulière, c'est-à-dire que les gens ne soient toujours pas conscients qu'il y a ces problèmes-là. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 10 000, 1 million de morts à Kinshasa, pour qu'on se dise que non, effectivement, on va mettre de côté l'histoire de la réflexion sur les aspects économiques pour se concentrer sur les sanitaires, ça pose un problème. Vous venez tout à l'heure d'évoquer la disparition de M. Jacques Ilunga, mais sa maman a même demandé à ce qu'on ne puisse pas inhumer son fils jusqu'à ce qu'elle revienne, mais on l'a inhumé que finalement. Oui, mais les sentiments de cette maman, de notre maman, je comprends ce sentiment. Vous savez, moi j'ai perdu ma mère il y a 2 ans, en 2018, le 20 mars. Et ma mère, qui a été une femme qui a perdu beaucoup d'enfants, elle a eu 9 enfants, elle a perdu 7. Et alors elle me disait, il n'y a que toi et ta sœur qui m'est restée. Si jamais aujourd'hui t'arrivait un problème, si tu venais à décéder, je me suiciderais. Je ne pourrais pas tenir. Et je transporte ces paroles-là sur la chère maman du frère Jacques Ilunga. Je sens cette souffrance portée par elle, cheville au corps, que son fils soit parti. Je ne peux pas commenter autrement que sur la base de la douleur qui est indicible, qui ne peut pas être évaluée. Donc, c'est sur cette base-là que j'apprends des choses. Donc, j'essaie de faire la photographie de ce que maman a pu vivre, ce qu'elle a pu me dire, les transports avec lesquels elle m'a transmis les souffrances de son âme. Et quand je vois la mère de Jacques Ilunga, larmes aux yeux en train d'évoquer toute cette souffrance, je n'ai pas de commentaire autre que juste reconnaître cette douleur qui n'a pas de nom. Voilà ce que je veux dire sur ces propos-là. Revenons sur notre sujet. Le marché interafricain peut-il aider à atténuer certains effets du coronavirus? Bon, il y a une ouverture sur les commerces qui restent toujours opérationnels avec les marchandises, c'est-à-dire les cargos peuvent circuler et tout ça, même à nos frontières avec l'Angola à travers par Lufu, au niveau des Kasumbalesa qui viennent de l'Afrique australe. On continue à pouvoir travailler. C'est-à-dire que les marchandises circulent. Ce n'est pas la quantité voulue, mais il y a quand même une libre circulation, bon, comme habituel, des marchandises, pas des personnes, mais des biens. Bon, je sais qu'à un moment donné, on aura des difficultés pour pouvoir affronter la demande, qui sera grandissante parce que la production va de plus en plus baisser. Mais si on doit prendre des précautions, et moi je souhaiterais proposer ça au niveau austral, si on doit prendre des dispositions particulières, des décisions drastiques. Lesquelles par exemple? Mais la quarantaine, la grande quarantaine.
les 40 jours nécessaires pour pouvoir stopper la maladie. Ça, c'est une solution. Elle est drastique, elle fait mal, mais elle dure 40 jours. Et puis après, il n'y a rien. Après, on peut passer à autre chose. Après, on peut souffler. On peut reprendre des activités. Les gens risquent de mourir, hein, Non, on ne meurt pas en 40 jours. à cause de la faim. Mais on meurt si on n'est pas en quarantaine. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous proposez alors par rapport à cette mise en quarantaine? Mais je n'ai pas proposé seules les mesures, donc je n'ai pas l'autorité de proposition unilatérale. Ce sont des mesures qui doivent être prises au niveau de tous les pays membres de la SADC, par exemple, tous les pays membres du COMESA, les pays de la CEAC, mais les commerces qui est le plus important pour nous, c'est au niveau de la SADC et du COMESA. Dans ce pays-là, il y a moyen de pouvoir prendre des mesures qui aillent dans le sens, de réduire au grand maximum la circulation des personnes dans notre espace, c'est-à-dire que de toute façon, qu'on puisse endiguer la circulation des personnes. Là, c'est déjà fait. Hein. Oui, qu'on puisse le faire. Il y a encore des gens, j'ai appris que dans la partie Est, il y a des gens qui trichent, beaucoup, aux frontières avec les Rwandais. Il y a même certaines personnes qui organisent ces trafics honteux, de sorte à ce que les gens payent pour passer d'un côté à l'autre. Tout ça, ils font du commerce là-dessus. Donc là, il faut des mesures très très sévères dans ce secteur-là. Bon, maintenant, je pense que la chose la plus essentielle, c'est que puisqu'on va aller vers l'épuisement des stocks, il faut prendre la dimension du temps qu'il nous faut pour pouvoir apprendre à construire notre stock. Il n'y a que la quarantaine qui permet cette possibilité. Le confinement, la quarantaine. Distanciation, confinement, quarantaine. D'ailleurs, on peut, dans les secteurs productifs, imposer la distanciation avec toutes les mesures, toutes les précautions, notamment le lavage des mains, les produits alcoolisés, toutes ces choses-là et tout ça. Oui, en réduisant le nombre de gens qui travaillent, mais juste à côté de ça, faire en sorte que tous les restes soient, d'une manière ou d'une autre, confinés. Et si on sent qu'effectivement, ces mesures de réduction des effectifs dans les usines ou ailleurs et tout, n'est pas très opérationnelle, mais on passe au stade suivant. C'est-à-dire qu'on passe à l'étape suivante, qui est l'étape de la quarantaine absolue. Donc voilà un peu, mais bon, c'est graduel, mais ça ne dépend pas de moi. Je ne peux faire que la proposition en rigueur de ce qui s'est passé entre 1917 et 18, ce qu'on appelle la grippe espagnole. C'est par millions que les gens sont partis. Ici, on est encore au niveau des milliers parce qu'on a la communication, on peut avoir l'information assez rapidement. Mais si on fait fi de toutes ces informations qu'on reçoit matin, midi et soir, et que ça devient un amusement sur Internet, et que parallèlement ça, les rues sont pleines de gens qui circulent sans masque, sans rien, qui se côtoient, qui s'embrassent sur la bouche et tout, et alors avec ça, on ne sort pas de l'auberge. Donc c'est ça la grande difficulté. Cette absence de conscience, je ne sais pas, mon pays, j'ai mal à mon pays, cette absence de conscience face à la mort. Face à la mort. Il ne s'agit pas d'autre chose, il ne s'agit pas d'une position politique, il ne s'agit pas d'une option, d'une idéologie. Il s'agit de la vie, c'est-à-dire qu'on ait perdu même à l'instinct de conservation, ça pose un problème. Qu'on ait perdu ça, qu'on puisse désacraliser l'instinct de conservation, qui est la chose la plus essentielle sur la planète, l'instinct de conservation de la race humaine. Alors que les autres sont en train de pleurer, de pousser. J'ai vu ça sur New York, encore ici, c'est calamiteux, puisqu'il y a une sorte de laisser-aller, il y avait une sorte d'absence de conscience, ils sont à plus de 100 000. Exact. 124 000. Il y a encore quelques heures. Et les morts commencent à tomber par vague. Alors, Les morts sont pleins. Vous savez, toutes les personnes qui aujourd'hui, et il y en a beaucoup en RDC, il y en a beaucoup à Kinshasa, qui ont des petits problèmes de santé, des problèmes respiratoires, tout. Mais c'est les terrains les plus fertiles pour le coronavirus. Mais ce sont les mêmes qui sont entre 2-3 bières, entre Aguéné et autre chose de tout ça. Ce sont les mêmes. Voyez-vous? Et je vois encore, on me dit que les périhépatiticiennes sont en train de pouvoir exercer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourtant, les gouverneurs de la ville ont lancé des messages assez importants, ça passe en boucle, les ministres de la Santé, il y a tout un tas d'hommes politiques et de célébrités. Comment corriger tout ça? Est-ce qu'il y a le problème se situe où? Est-ce que la sensibilisation n'est pas très bien faite? Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez toutes les chaînes de radio qui en parlent. Vous avez les chaînes de télévision qui en parlent, même si dans certains médias c'est fait de manière comique ou pas forcément conforme à l'esprit qu'on doit avoir par rapport à ces...
pour affronter cette situation. Mais en même temps, il y a une sorte des refus des règles. On est hostile aux règles. On a créé une communauté hostile aux règles, surtout Kinshasa. À Kinshasa, il y a une hostilité terrible aux règles. Alors qu'en province, on peut avoir une démarche un peu conciliante par rapport aux règles, mais à Kinshasa, il y a une sorte d'hostilité par rapport aux règles. Comme c'était le cas à Lubumbashi. Hein. Oui, dans les grandes cités, les grandes cités urbaines qui sont à la fois Kinshasa et Lubumbashi, mais un peu plus Kinshasa. Un peu plus Kinshasa. Parce que vous avez vu lorsque les gouverneurs du Lualaba, Jacques Kiabula, Dio Katanga a décidé les confinements de 48 heures. Exécution immédiate. Il n'y a pas eu de contestation de la nature qu'on a vu à Kinshasa. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a aussi une mentalité dans notre arrière-pays qui est encore en adéquation avec nos coutumes. C'est-à-dire le respect des règles. Dans nos villages, on respecte encore les coutumes. C'est-à-dire que les règles sont respectées. Mais nous qui avons ici été en contact avec l'Occident, nous qui voulons absolument que les droits soient portés à un plus haut niveau, on a une difficulté avec les règles. Ce n'est pas forcément la bonne chose. Et quoique je suis pour la liberté la plus large possible, mais je suis surtout pour la conservation, l'instinct de conservation, qui fait que l'humain reste en vie et qui produise pour l'espace où sa cité, qui donne des possibilités à sa descendance et qui aille beaucoup plus loin. Donc, il faut utiliser le bâton. Si vous injectez les services militaires obligatoires, la génération qui va venir va être... Mais bien avant que la génération future n'arrive. Pour gérer cette situation. Je pense qu'il faut que les règles soient appliquées. Il faut que les règles soient appliquées, simplement. Il faut que les règles soient appliquées, mais il faut que nous, au niveau des institutions étatiques, que nous soyons aussi l'exemple, le modèle par rapport aux règles. Très souvent, c'est une chaîne comme ça d'indiscipline et qui commence dans les structures de l'État et qui continue jusqu'au plus bas. Il faut qu'une autre façon de faire les choses. Il faut déplacer complètement les curseurs sur l'ordre et la discipline, en commençant par ceux qui ont l'autorité sur des départements, sur des choses et tout ça. Donc, c'est presque une fatalité. Mais comment, sur le plan intégration régionale, coopération internationale, la République démocratique du Congo peut transformer cette fatalité en une aubaine? Non, ce n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est dire qu'effectivement, il n'y a pas de solution. J'ai dit qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, c'est notamment celles portant sur les respects des règles à partir de ceux qui émettent les règles eux-mêmes doivent respecter. Quand vous avez les comportements désobligeants dans nos assemblées provinciales, et comment voulez-vous que le peuple qui a voté puisse être en adéquation avec les règles si vous-même vous ne respectez pas les règles? Il y a un problème. Et vous avez ça un peu partout, dans certains coins et tout ça. Dans certaines administrations, vous avez ça. Ça pose un problème. Bon, maintenant, vous avez les règles supranationales. Oui. Nous avons souscrit d'être membres de certaines communautés et que ces règles-là, quand une fois domestiquées, sont au-dessus de nos règles. Nous avons l'obligation, sinon on a des sanctions autour de ça. On a des obligations pour le respect de ces règles-là. C'est une porte, mais qui n'est pas forcément celle-là, parce que bon, c'est une obligation internationale. Mais avant toute chose, c'est une sorte d'éducation de ses propres enfants. C'est-à-dire, on ne va pas donner l'éducation de vos enfants sur des mécanismes extérieurs. C'est à vous de commencer à la maison. Ici, il s'agit d'abord de travailler sur ces règles au niveau de la maison RDC. Il faut réformer l'éducation, il faut réformer notre mode de pensée. Il faut que les penseurs fassent aussi leur travail, parce qu'il y a un travail très universitaire des choses qui n'est pas forcément un travail très intellectuel des choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque vous avez des gens qui éclairent la cité, il faut les écouter. Il ne faut pas forcément rester dans les canevas de la pédagogie académique. Il faut sortir un peu de ce canevas-là, aller chercher les vraies intelligences qui font un travail de la vérité. Je suis en train de travailler sur un texte pour l'instant en réponse à mon ami Freddy Mulumba, qui a fait la réflexion sur les intellectuels congolais. La responsabilité des intellectuels congolais. Donc je suis en train de donner une autre position qui est la mienne sur le monde intellectuel et
M. Kamana, qui est un ami, qui est le philosophe Kamana, attend que je puisse lui soumettre le manuscrit assez rapidement. Il est en confection. Je pense qu'ici. Malgré vos tâches de ministre, vous avez quand même le temps d'écrire. Non, mais ça, c'est ma respiration. Je n'ai pas le choix, je dois respirer. Donc, par conséquent, je suis lié à ces sacerdoce. Je n'ai pas le choix. Donc, l'idée, c'est. Les textes, c'est la généalogie de l'intellectuel, prisme militaire et commodité personnelle. Je dis bien commodité personnelle. Je souhaiterais apporter une autre approche de comment est-ce qu'on éclaire la cité. Et là-dedans, je parle par exemple de quelqu'un comme Épicure, qui était un instituteur de Samos, qui a laissé 300 livres inconnus, qui a écrit pour lui. Et d'ailleurs, il y a une phrase célèbre qui a été reprise par Sénèque, où il dit j'écris pour un petit nombre, ou pour une seule personne, ou pour moi, simplement. C'est-à-dire que cette démarche de la quête de la vérité pour éclairer la cité n'est pas celle de pouvoir être célèbre. C'est celle de dire à la cité, parce on sort de la représentation, ce qu'on voit, ceux qui voient un peu mieux que les autres, d'ailleurs disent voilà, la ligne c'est celle-là. C'est ce qu'on a vécu avec Galilée, souvenez-vous. Notre perception, notre représentation part du principe que la Terre est plate. Mais il y a une intelligence qui avait vu autre chose. Donc, les travaux de Copernic ont permis à Galilée de pouvoir dire non, la Terre était ronde, qu'elle tournait. Parce que nous sommes focalisés sur la représentation. De la même sorte que quand vous parlez RDC, vous êtes dans la représentation. Vous dites, si jamais il n'y a pas, on fait la quarantaine, les gens ne vont pas manger, ils vont mourir, tout ça. Non, c'est la représentation. Il faut aller au-delà de la représentation. Puisqu'il y a une solution immédiate, efficace par rapport au coronavirus, mise en quarantaine. Oui, sortez de la représentation, passez à autre chose. Passez à la solution qui peut faire mal, mais qui va permettre une solution, je ne dirais pas définitive, mais utile à la société. Mise en quarantaine, cela veut dire que beaucoup d'entreprises ne vont pas fonctionner et ça va pousser les pays à s'endetter. Oui, mais la mise en quarantaine est quasi généralisée. Nous sommes aujourd'hui dans une situation telle que... On laissera les hôpitaux, quelques... Non, nous sommes en train de passer à quasiment 3 milliards de personnes sur l'année qui sont en quarantaine. Qui vont être en quarantaine, qui sont en confinement. 3 milliards. Sortez un peu des calculs de cette mathématique d'épicier qui ne consiste qu'à pouvoir parler économie. Est-ce qu'il est possible un instant, avec un peu de sérieux et de bonne foi, qu'on se positionne sur l'instinct de conservation. Qu'on puisse s'arrêter un seul instant sur l'instinct de conservation, c'est-à-dire la vie humaine, et de faire mettre un peu de côté tous les aspects grandiloquents et économiques. Je suis un conservateur, un libéral, mais je suis d'abord un humain. Face à certaines situations, l'humanité prend les pas sur les restes. Les mesures qu'on doit prendre, c'est pour protéger l'humanité. Les genres humains doivent être protégés maintenant. Donc, il n'est pas recommandé de toujours être focalisé sur ça. Vous voyez les pays comme l'Inde, qui sont des pays de grande production, New Delhi est quasiment quarantaine. Il y a quoi, 15 à 20 millions d'habitants, ils sont quasiment en quarantaine. New Delhi. Alors, vous dites qu'il n'y a que la RDC, si jamais elle faisait ça, qui pourrait absolument passer d'un monde à l'autre sur le plan économique. Pourquoi est-ce qu'on doit se focaliser sur l'économie et pas sur la vie humaine? Donc, l'opinion peut retenir que M. le ministre Guillaume Manjolo tient fermement à une mise en quarantaine, confinement total des Quinois. Moi, je pars du principe que, pas sur un mouvement propre, Oui. sur l'appréciation de ceux qui ont les talents dans le domaine scientifique, ceux qui ont évalué la situation ou les situations antérieures. La décision ne m'appartient pas, mais simplement, je pars du principe que, eu égard à l'indiscipline prononcée, à l'inconscience qu'on voit dans notre société, si on restreint seulement les mesures par rapport au bon comportement, distanciation, masque et tout ça, je pense qu'on aura difficile
à pouvoir régler les problèmes. Je pense aussi que les souffles qui a été donné par les gouvernements maintenant par rapport à cette période ici qui était prévue et qu'on a dit on a postposé les confinements intermittents, très bien, mais qu'on profite pendant cette période de sorte à faire un minimum de stock, mais qu'on passe au confinement total. Confinement, mais comment vont souvent se dérouler les activités liées au 40e anniversaire de la SADC? Oui, mais ici les mesures ont été prises par rapport à la SADC, l'anniversaire de cette communauté, c'est que le secrétariat a proposé à ce que chaque pays puisse développer une communication télévisuelle. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire de manifestations, elles sont prohibées partout, dans toute l'Afrique australe, en RDC et surtout Kinshasa. On ne peut pas faire de manifestations. On ne peut pas réunir les gens autour d'une table, commencer à expliquer, faire des conférences autour de la SADC, qu'est-ce que la SADC. Mais je pense qu'il y a des communications qu'on doit faire pendant les mois d'avril, ça commence à partir du 1er, jusqu'à la fin du mois. On fera un certain nombre de manifestations, mais bon, l'effet d'artifice sera 17-18 août, si les conditions s'améliorent. Parce que 17-18 août, c'est la période où il y a les sommets de la SADC, de chaque année. Dans ce moment-là, il y aura l'effet d'artifice. Mais simplement pour l'instant, c'est justement quelques communiqués, des explications sur le plan scientifique, sur le plan niveau historique, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on a créé la SADC, c'est quoi les Freedom Fighters, tous ces pays-là d'Afrique australe qui se sont battus, les uns par rapport à l'indépendance, les autres par rapport à l'apartheid. Bon, donc c'est retrouver sa liberté, recouvrer sa liberté dans la partie australe, et puis interagir ensemble, la solidarité, toutes ces choses-là, la solidarité qu'on a vue entre la Tanzanie, la Zambie et les Zimbabwe pendant très longtemps, entre les Zimbabwe et l'Afrique du Sud pendant très longtemps, et jusqu'à ce que, bon, et les Zimbabwe avec l'ANC, bon, donc toutes ces choses-là et tout, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Bon, bref, c'était un peu ça. Oui. Et maintenant, les commerces qui nous permettent l'intégration, les aspects sécuritaires qui nous permettent l'intégration, pour que chaque pays soit souverain, si vous voulez. Et puis, parallèlement à cela, il y a aussi la protection des autres espaces, c'est-à-dire que ne pas accepter qu'un pays attaque un autre pays. Bon, donc, c'est tous ces éléments-là qui composent la SADC, qui font les socles des idéaux, de la substance même de la SADC, qu'il faut mettre en lumière en communiquant à ceux qui ne sont pas au courant, en informant un peu plus, en faisant la promotion de la SADC. Monsieur le ministre, l'émission est terminée, mais avant, est-ce que vous avez un message à lancer aux Congolais ou à tout le monde? Les messages à lancer d'abord aux Kinois, parce que bon, il s'agit de Kinshasa pour l'instant qui est frappé par ces mâles et cet enfer qui nous regarde, qui s'approche de plus en plus. Et les pieds de Kinshasa glissent vers les Guéhennes, tout doucement, si on ne fait pas attention. Il ne s'agit pas ici de prétendre avoir l'autorité sur quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas ici de pouvoir apporter son mépris vis-à-vis de qui que ce soit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de cette cité qui a été prévue pour 500 000 habitants, qui aujourd'hui a 14-15 millions, dont les structures sanitaires ne sont pas en mesure de pouvoir encaisser le coup. Et par conséquent, il suffirait qu'on ne puisse pas respecter les règles pour que l'hécatombe arrive. Donc, j'appelle la conscience collective. Il ne s'agit pas des couleurs politiques, surtout pas. Il n'y a en moi aucune arrogance quelconque, et d'ailleurs, pourquoi je le reste, arrogance? Je le dis avec le cœur froid et la souffrance qui m'étreint. Ce que je vis aujourd'hui est indicible. Que les gens soient encore à penser qu'on s'amuse, alors qu'à nos portes, la mort est là, elle se glisse de manière insidieuse chaque jour dans nos familles, et nous perdons au jour le jour des personnes. Nous étions à 1 ou 2 cas il y a 2-3 semaines. Nous sommes à 65 connus. Connus. Il y a plusieurs cas de contact. Il y a des cas qui nous échappent. Et pour ceux qui sont en province, aux frontières
des pays qui sont déjà touchés, des grâces. Aller faire le commerce à l'extérieur et ramener la maladie en RDC, ou partir avec la maladie de chez nous pour amener ailleurs, je ne pense pas que ce soit une bonne démarche pour ceux qui ont les prétentions de dire on est chrétien. Il y a à éviter absolument ces comportements. Monsieur le ministre, merci. Vous avez tout suivi. Respectons les mesures prises par les autorités. Ce n'est pas pour leur pouvoir, mais c'est pour notre bien. Donc, restez chez vous s'il n'y a pas urgence. Respectez les mesures de distanciation. En tout cas, c'est pour notre bien, pour que la maladie Covid-19 ne puisse pas décimer toute la population quinoise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.